Alors, vous êtes la première à avoir porté plainte contre le président Miranville pour des faits de harcèlement. On en reparlera dans un instant. Mais d'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez tenu à garder l'anonymat. Vous êtes flouté, personne ne vous reconnaît, votre voix va être modifiée. Pourquoi ? C'est dans le cadre de la procédure, je souhaite préserver mes intérêts et faire en sorte aussi de rester protégée. Très bien. Vous avez porté plainte il y a 4 ans. Qu'est-ce que la justice a fait pendant ces 4 ans ? Elle n'a rien fait, je n'ai jamais été entendue. Mon dossier, pour l'instant, je ne sais pas où il est. Je sais que j'ai porté plainte, je sais que cette plainte a été déposée, mais rien ne s'est passé. Vos avocats, ils ont fait quoi pendant ces 4 ans ? Pendant ces 4 ans, ils ont relancé à plusieurs reprises le parquet. Ils ont complété ma plainte parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Mais rien ne s'est passé de concret. Ils ont demandé à ce que vous soyez confronté ou entendu, simplement entendu ? Entendu, oui, ils ont demandé. Tout à fait, mais je n'ai pas été entendue. Bien. Depuis ces 4 ans, d'autres femmes vous ont rejointe. Vous êtes 7 à avoir écrit un courrier à la ministre des universités. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Qu'est-ce que l'on reproche au président Miranville exactement ? Ce qui lui est reproché, c'est de mettre la pression, une pression qui est anormale sur le personnel, de prendre des décisions qui sont difficiles pour le personnel, notamment des licenciements abusifs. Ce que nous avons signalé, nous avons alerté le ministère de l'Enseignement supérieur sur le fait que des choses très graves et anormales se passaient à l'université. Et il faut savoir que nous sommes 7 à avoir signé, mais nous sommes bien plus à nous plaindre. Justement, on va y revenir. Donc, vous écrivez à la ministre. Entre-temps, il y en a... Alors, les 7 n'ont pas porté plainte, ou en tous les cas, pas avec un même degré de gravité. Il y en a où c'est du pénal, il y en a où ce n'est pas du pénal. Mais vous êtes donc 7 à écrire, des lanceuses d'alerte, on va dire. Que fait la ministre ? Que fait la rectrice ? Qu'est-ce qui se passe ? La ministre demande à ce que nous soyons reçus par la rectrice. La rectrice, très vite, très très vite. Il faut saluer la célérité avec laquelle nous allons être reçus. Nous sommes reçus donc par la rectrice et nous déposons un dossier. Chaque personne, chaque plaignante va déposer un dossier, des dossiers lourds avec toutes les pièces justificatives. Il va y avoir des preuves et des preuves de tout ce que nous avançons. Parce que c'est important, nous ne pouvons pas dire que les choses ne vont pas bien et ne pas apporter les preuves de ce que nous avançons. La rectrice, quelle est son attitude à ce moment-là ? Elle vous écoute, La rectrice a été d'une grande bienveillance et a surtout relayé auprès du ministère l'ensemble des éléments que nous avons apportés. Et là, le ministère décide d'envoyer une inspection à La Réunion. Combien d'inspecteurs ? Alors, il y en a eu 3 pour la question des ressources humaines, mais on en parlera peut-être. Il n'y a pas que la question des ressources humaines qui pose problème à l'université. D'accord. Tout est imbriqué. Quand le personnel apprend qu'il y a une mission d'inspection dans les murs, tout d'un coup, il y en a qui demandent à être reçus. Combien ? Il y a environ 80 personnes qui seront entendues. Qui ont demandé à être reçus, qui ont dit on a des choses à reprocher au président et on souhaite entendre. Oui, et la mission va être étendue, c'est-à-dire que les inspecteurs vont rester plus longtemps que prévu pour pouvoir entendre tout le monde. Et c'est là qu'ils se rendent compte de l'ampleur du phénomène. Alors, l'ampleur. Expliquez-nous un peu, parce que nous qui ne connaissons rien au dossier, et on ne veut pas vous demander de donner trop de détails pour ne pas vous identifier, mais sans parler de votre cas personnel, mais qu'est-ce que l'on reproche au président ? Ce qu'on reproche au président, c'est finalement de punir de manière disproportionnée et non fondée des personnes juste parce qu'elles ne sont pas avec lui. Et qu'est-ce que c'est être avec le président Miranville ? C'est de toujours accepter de faire ce qu'il dit de faire, quand bien même ça ne serait pas légal, quand bien même ça ne serait pas moral. Et
finalement, ces sanctions et ces pressions vont toujours dans le même sens. Soit on est avec lui, soit on doit dégager, et dégager très vite. D'accord. Cette mission d'inspection repart à Paris, avec donc vos témoignages, plus les 80 autres qui sont venus en sus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ce qui se passe, c'est que les inspecteurs vont réaliser un rapport. Ce rapport, ils vont prendre plusieurs mois pour l'écrire parce que vous avez 80 personnes qui vont apporter des pièces écrites. Aucune personne ne peut se plaindre sans amener des pièces écrites pour corroborer ses dires. Ça peut être quoi, des mails, des courriers? Des mails, des courriers, des témoignages, des lettres de licenciement. Il y a beaucoup d'éléments. Voilà. D'accord, donc il rédige ce rapport. Comme souvent dans l'administration, on transmet une copie au président. Oui, il a eu une notification, oui. Il a eu une notification de la partie qui le concerne. Et comme il n'est pas seul à être dans le système, d'autres personnes ont aussi eu notification de ce qui les concernait. Donc il a connaissance, contrairement à ce qu'il dit aujourd'hui, il a connaissance des griefs, de tout ce qui lui est reproché. Dans ce rapport, il y avait tout. Il y avait un compte-rendu précis de tout ce que les plaignants ou plaignantes ont dit. Oui, et des pièces justificatives qui l'intéressent. À ce moment-là, il prend conscience que peut-être qu'il pourrait être mis sur la touche et il fait procéder à l'élection d'un vice-président. Le poste était vacant et il s'est aperçu qu'il valait mieux mettre un pion à la place. Sans doute, oui. On peut supposer cela, alors je ne peux pas l'affirmer, mais on peut supposer cela puisque Jean-Michel Josse, le vice-président, va prendre un peu précipitamment sa retraite. Du jour au lendemain, il précipite sa retraite. Après avoir lu le rapport, après avoir su que éventuellement, vu les statuts, c'était lui qui allait devoir reprendre le flambeau d'un établissement à feu et à sang. D'accord. Aujourd'hui, le président Miranville est suspendu. Qu'est-ce qui risque de se passer pour lui ? Ce qui risque de se passer, c'est ce que la ministre a dit. Donc, je ne vais reprendre que ce qu'elle a dit. Une procédure disciplinaire. Il va donc passer en conseil de discipline. Et à la suite de cela, il y aura ou non une sanction. Pour l'instant, on ne sait pas. Et il y a, bien sûr, l'utilisation de l'article 40. L'article 40, c'est simple. C'est que tout fonctionnaire ou toute personne ayant connaissance d'un délit se doit de rapporter ce délit au procureur de la République. Et en tant que ministre, puisqu'elle écrit que la gravité des faits permet la requalification en harcèlement moral, ce n'est qu'un juge qui peut qualifier le harcèlement, eh bien, elle décide de porter l'affaire devant la justice. Ce qui est rare, exceptionnel et fortement courageux de la part du ministère. D'ailleurs, c'est aussi exceptionnel qu'un président d'université soit suspendu. Je crois que le dernier cas remonte à 15 ans, 20 ans. Oui, en 2009 de mémoire. Ce n'est pas tous les jours que cela se passe parce que, heureusement, ce ne sont pas tous les présidents qui harcèlent leur personnel. Et dans des cas aussi graves, il faut avoir suffisamment de preuves pour pouvoir suspendre En 2009, c'était pas du harcèlement, c'était quelqu'un qui vendait des diplômes à des étudiants. Voilà, mais c'est un délit. C'est un délit. Donc, la suspension pendant un an, est liée à un délit, est liée à une suspicion de délit, à une suspicion de délit au pénal. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de fort et d'important. Hein? Pendant toutes ces années, vous avez été harcelé. J'imagine que tout le monde le savait. Oui. Personne n'a bougé. Non, personne n'a bougé parce qu'autour de Frédéric Miranville, il y a toute une équipe. Son équipe de vice-président, son équipe qu'il appelle l'équipe présidentielle. Et comme
le harcèlement ne portait pas que sur une personne. C'est comme si on avait un peu l'habitude que ça se passe comme ça. Toute cette équipe finalement se tient, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse rester à sa place et pouvoir continuer à rester dans la structure. Donc pour cela, il fallait que Frédéric Méranville reste président, pour que eux restent vice-présidents, pour que l'administration qu'il a mise en place puisse continuer à œuvrer comme elle œuvre aujourd'hui. Voilà, tout se tient. Est-ce que vous en voulez à ces gens qui l'entouraient et qui n'ont rien fait? Je ne sais pas si je dirais ça comme ça. Ce qui est important, c'est que nous obtenions justice. Aujourd'hui, ça se passe pas sur le côté du ressenti. Ça se passe du côté de la justice, c'est-à-dire que ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Aux unes, aux uns, aux autres. Parce qu'il n'y a pas eu que des femmes, il y a aussi des hommes qui ont été harcelés. Et pour certains ou certaines, d'avoir perdu leur travail, c'est quand même très grave. Non pas parce qu'ils ne travaillaient pas bien. Certaines personnes ont été licenciées manu militari sans même avoir fait des fautes. Par contre, c'était tout un système que de monter des dossiers pour faire croire que ces personnes avaient commis des fautes, pour faire croire que ces personnes n'étaient pas de bons fonctionnaires. Voilà, ou de bons contractuels, parce que c'est surtout des contractuels qui ont été licenciés, bien sûr. Sans nous parler de votre cas précis, parce que, encore une fois, pour éviter qu'on puisse vous reconnaître, mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples qui vous ont le plus choqué, ou qui ont peut-être le plus choqué les inspecteurs quand ils sont venus? Les faits les plus choquants, ce sont finalement des décisions qui ont été très très graves, qui impactaient parfois la vie des gens. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas permettre à des personnes d'avoir des avantages auxquels ils ont droit, mais ce ne sont pas des avantages superflus. Ce sont des éléments qui sont importants pour leur carrière, qui sont importants pour leur vie de famille, par exemple. Hein, quand vous ne permettez pas à des personnes d'avoir un congé spécial, alors que la situation familiale, notamment la situation de leurs enfants, nécessite qu'ils aient ce congé. Parce que leur situation est précaire, parce que leur situation est difficile, et que vous ne le faites pas parce que vous attendez en tant que président de l'université une espèce de retour d'ascenseur. Alors que ce n'est pas comme ça, c'est que vous devez appliquer les textes, vous devez appliquer la règle. Ce qui est choquant aussi, en votant par exemple, tout à fait, quand finalement vous mettez la pression sur des personnes qui sont en situation de précarité parce qu'elles ont des contrats qui sont à durée déterminée et que si elles ne font pas strictement ce que vous leur avez demandé, elles perdent leur travail, c'est choquant. Parce que ces choses-là ne se monnaient pas. On ne monnaie pas, quand on est président de l'université, un petit contrat d'1 an à une jeune réunionnaise. On ne monnaie pas ces choses-là, c'est amoral. Par ailleurs, ce qui est choquant aussi, c'est de jouer avec la santé des gens, de lyncher publiquement des personnes. Et ces personnes-là se sont rendues malades de cela. Parce que être lynché publiquement dans une université française, comme dans n'importe quelle administration, ça ne se fait pas. Il y a eu des cas graves de dépression? Oui, il y a eu des cas graves de dépression, mais aussi des maladies graves qui s'en sont suivies. Des personnes qui ont subi des opérations multiples. Des personnes qui s'en sont sorties avec un handicap. Des personnes qui sont encore en train de se battre contre une longue maladie. Des personnes qui ne sont pas encore sorties de la dépression. Aujourd'hui, il y a encore des gens à l'université qui vont travailler la boule au ventre, qui ont peur
qui ont peur aussi de se faire agresser. Là aussi, c'est un cas grave, hein, d'un personnel qui s'est fait agresser sur le campus. Et s'est fait agresser parce que a osé, quelque part, contredire Miranville. Était interdite d'accès. Oui, aussi, c'est un cas, oui, bien sûr, c'est arrivé. Ces choses-là sont arrivées. Ces choses-là sont arrivées, et ce qui est choquant, c'est que c'était... D'accès à l'université. Hein. D'accès à l'université, oui. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous allez travailler dans une université et vous prenez le risque d'être agressé parce qu'on vous a envoyé des bulldogs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Au sens propre ou au sens figuré? Au sens figuré. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous allez travailler, mais demain vous risquez de perdre votre travail parce que vous êtes tombé en disgrâce. Qu'un matin, le président s'est réveillé et qu'il estime que vous n'êtes pas avec lui. Vous n'êtes pas quelqu'un de loyal, mais juste parce qu'il l'a décidé. Il vous enlève votre travail. Il vous met sur la paille. Ces gens qui étaient au conseil d'administration, vous avez aussi porté plainte contre eux? C'est quoi? C'est peut-être de la non-assistance à la personne en danger? J'en sais rien, moi. Alors, selon les différentes plaintes qui ont été déposées, oui, certains sont concernés, oui, par certaines parce qu'il y a plusieurs plaintes. Donc, dans l'une des plaintes, oui, bien sûr. C'est le système qui est concerné. La suite, ça va être un procès en correctionnel? Oui. Si jamais ça va jusqu'au bout, hein, on Oui. peut pas juger, mais il y a toujours la présomption d'innocence, mais bon. Oui. Est-ce que vous appréhendez ce procès, ou est-ce que vous l'espérez? Est-ce que vous l'attendez? C'est important qu'il arrive. J'espère qu'il va arriver parce que il y a besoin de réparation. Pas que chez moi. Chez moi, bien sûr. Chez les autres aussi. Chez les autres personnes qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui à l'heure où on parle. Parce que ce n'est pas en mettant un très proche de Frédéric Miranville à la tête de l'université, quand bien même les statuts le prévoient. Vous l'avez dit vous-même, cette personne a été nommée très récemment. Personne n'est dupe. Tout le monde aujourd'hui dans le campus dit que il est encore aux manettes. Les élections, c'est dans un an? Oui, à peu près. Un peu plus d'un an, oui. Là, pendant cette année, est-ce que le président par intérim peut rester aux commandes? C'est une possibilité. Est-ce qu'il est possible aussi que la ministre décide demain de mettre, par exemple, une administration provisoire? Alors, pour l'instant, ce que les statuts permettent, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le premier vice-président assure l'intérim. Donc pour l'instant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Si demain, il devait y avoir un dysfonctionnement important de l'établissement, bien sûr, il y aurait une administration provisoire. Et à ce moment-là, l'académie reprendrait la main. Très bien. La rectrice est la chancelière de l'université? Le recteur, en l'occurrence. Maintenant, le recteur, mais à l'époque, oui. Oui, oui. Le recteur est chancelier des universités, oui. Très bien. Écoutez, merci en tous les cas pour ce témoignage. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.